Où lire les nouveaux chapitres de Kingdom? Que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, on me demande toujours où est-ce que je lis les nouveaux chapitres de Kingdom. Alors c'est très simple, depuis que Raptor ne traduit plus les chapitres, des membres de mon Discord sont réunis pour créer une nouvelle équipe de traduction, Cantrad. Donc si vous voulez savoir quand est-ce que sort le nouveau chapitre, il faut absolument suivre leur compte Twitter, je vous mettrai le lien en description. Personnellement, je suis très fier de voir que ce genre d'initiatives peuvent naître de mon Discord, c'est pourquoi je vous invite à le rejoindre, c'est vraiment l'endroit privilégié pour discuter de Kingdom avec d'autres fans. Ceci étant dit, bonjour à tous et bienvenue dans la review du chapitre 757 de Kingdom. Alors c'est vrai que ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo ou de live et il y a deux raisons à ça. La première, soyons honnêtes, c'est que j'avais la flemme. Tout simplement, le taf me prend beaucoup de temps et d'énergie en ce moment et ceci a un impact direct sur ma motivation. La deuxième raison est un peu plus complexe. J'avais pas cette envie de faire la review des derniers chapitres. Non pas qu'ils étaient inintéressants, au contraire, mais il y avait une forme de lassitude. C'était toujours un peu la même chose, les mêmes personnages, les mêmes états qui étaient au centre de l'intrigue. J'avais besoin de voir quelque chose de nouveau. Et c'est là où Hara me montre encore une fois à quel point c'est un très grand mangaka. Cet homme comprend parfaitement quand est-ce que nous, lecteurs, il nous faut une bataille. Et il sait aussi quand il faut lever un peu le pied et nous montrer autre chose. Et en ce sens, le chapitre de cette semaine, c'est vraiment un bol d'air frais. On découvre une nouvelle capitale, des nouveaux personnages, un nouvel état en somme. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin maintenant. Personnellement, depuis le début, je me régale devant l'invasion de Zhao. Mais ça fait plusieurs années maintenant que le manga tourne autour des mêmes grands généraux, d'Usen, de Kanki, de Reiboku, et pour qu'on puisse continuer à apprécier autant l'invasion de Zhao, je pense qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde, qu'il faut faire une pause avec ce royaume, je dirais même qu'il faudrait nous créer ce sentiment de manque, pour qu'on soit de nouveau très hype quand on y retournera pour détruire une bonne fois pour toutes Zhao. Revenons au manga. Donc après sa terrible défaite à Gian, Qin doit vite réagir pour ne pas briser l'élan de l'unification de la Chine. Et cette fois-ci, la nouvelle cible de Shue-kun est Han. Il veut envoyer le grand général Tohu recruter un certain Kanpishi, on y reviendra plus tard, et profiter de ce voyage diplomatique pour contrôler les défenses de la capitale royale de Han, Shintei. Pour cette mission, Shue-kun lui voulait envoyer que Tohu. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est Sei et Tohu qui ont suggéré d'y ajouter Shin. Donc on peut se demander pourquoi faire venir Shin. Du côté de Sei, je pense que c'est surtout pour ménager Shin. Il voit qu'il vient de sortir d'une terrible défaite, que son moral en a pris un coup, qu'il n'a pas encore digéré la mort de Kanki dont il se sent responsable. Donc voilà, l'envoyer directement sur un autre champ de bataille, ce n'est pas la meilleure option. Du côté de Tohu, ses motivations, on les connaît depuis l'arc des dragons de feu de Wei. Il a très vite compris que pour réussir l'unification, il faudrait compter sur la nouvelle génération. Il veut donc les aider à progresser. En prenant Shin avec lui pour surveiller les défenses de la capitale, il veut l'aider à passer un nouveau cap. De la même manière que Uki lui a montré c'est quoi la vue d'un général, il est probable que Tohu cherche à lui montrer contre Han ce que serait la vue d'un grand général. Être capable de voir le champ de bataille avec plus de hauteur encore. En tout cas, avec le chapitre 757, on en apprend un peu plus sur l'état de Han. On nous apprend tout d'abord que Han faisait partie de l'ancien royaume de Jin, un puissant royaume qui se divisera en 3 états après des guerres civiles, ce qui donnera naissance à l'état de Zhao, Wei et Han. Si on ouvre une carte, on voit que Han est un petit royaume coincé d'un côté entre deux superpuissances, Qin et Shu, et le royaume de Wei de l'autre. Autant vous dire que géographiquement, Han est au pire endroit possible. Le pire. Mais malgré sa position géographique défavorable et sa faible puissance militaire, Han a toujours réussi à survivre jusqu'à maintenant. Et sa survie, comme on a pu le voir dans ce chapitre, Han le doit à sa sagesse. Cette sagesse, on peut la voir dans la politique extérieure du royaume et sa diplomatie. Tout est une question d'équilibre. Si Qin tente d'envahir Han, alors Han demandera l'assistance de Wei ou de Shu. Et vice versa, si Shu attaque Han, elle pourrait demander l'assistance de Qin. Han s'est joué de la diplomatie pour garantir sa survie. Tant que les autres royaumes se satisferont de Han comme d'un état qui servira de tampon entre eux et d'autres adversaires plus puissants, alors ils seront tranquilles. Mais maintenant que l'heure de l'unification a sonné, il est temps de les détruire. Perso, j'ai beaucoup aimé cette planche quand Shin découvre Shintei. La ville a l'air magnifique et avec cette vue en contre-plongée, on sent vraiment la grandeur de la ville. On dit qu'elle est même plus grande que Kanyu. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, on découvre dans ce chapitre des nouveaux personnages. Il y a tout d'abord l'introduction de la princesse de Han, qui semble très attachée à Kanpishi, et son petit frère Rakua Khan, qui n'est d'autre que le plus grand général du royaume. Et c'est intéressant de se dire que pour réussir l'unification et empêcher des futurs coups d'état, Sei sera obligé de les tuer. Alors,
Pour le général, il y a de fortes chances qu'il meure sur un champ de bataille contre Qin. Par contre, voir la princesse se faire assassiner, ça nous ferait bizarre. Pour Aquan, on partage tous, je pense, la réflexion de Shin. Il dégage rien de particulier pour l'instant, mais faudrait quand même pas trop le sous-estimer. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est surtout l'introduction de ce fameux Kanpishi. Lors de mon live sur l'histoire de la Chine antique, Roman nous avait présenté les grands courants de pensée de cette époque comme le taoïsme, le confucianisme, etc. Et après ce live, je me disais que c'était dommage que dans Kingdom, on ne fait que mentionner ces courants sans nous en dire plus à leur sujet. C'est pour ça, j'espère qu'à travers ce personnage, Hara va nous les développer. Pas besoin d'aller dans les détails, juste de nous donner les grandes idées de ces courants philosophiques. Avec Kingdom, on arrive à visualiser les grandes batailles de la période des royaumes combattants, ces complots politiques, les relations entre les états, l'architecture des grandes villes. Si on ajoute à ça un développement des idées philosophiques de cette époque, alors le manga à mes yeux sera complet. Lors de sa rencontre avec le roi Huken, Sei nous a dit qu'il comptait unifier la Chine et la gouverner grâce à la législation. Mais en Chine, il n'y a que 2 hommes capables d'imaginer cette nouvelle législation et de la mettre en place. Le premier, c'est Rishi, et le deuxième, c'est ce Kanpishi. C'est une tâche colossale que Rishi seul ne pourrait pas accomplir. Il lui faut de l'aide. Et étonnamment, la réussite de la mission diplomatique dépend de Shin. Kanpishi a décidé de l'interroger lui et personne d'autre. Alors pourquoi ce choix ? Pour le savoir, il faut souligner cette phrase prononcée par Sei. Kanpishi est quelqu'un qui régit avec vertu la législation. Et là, le mot important, c'est vertu, qui renvoie vers la notion de morale. Donc, Kanpishi, c'est quelqu'un qui réfléchit sur ces questions d'éthique et de morale. C'est pour cette raison que je pense que ce personnage peut nous introduire des concepts philosophiques dans le manga. Donc, ce Kanpishi, qui a l'air plutôt bien renseigné, voit que la Ishin fait preuve d'une grande morale sur le champ de bataille. Pas de pillage, pas de massacre. Et pourtant, dans le même temps, cette même unité a combattu aux côtés de Kanki, qui est littéralement tout l'inverse. Il doit se demander comment un extrême peut en côtoyer un autre. Et là, il vient toucher Shin et lui pose la fameuse question: quelle est la vraie nature de l'homme? Alors nous, cette question, elle nous passionne car c'est justement le débat entre Sei et Ryofui. On a donc hâte de savoir ce que Shin va répondre, parce que lui, je ne pense pas qu'il a entendu parler de la réponse de Sei. Il va devoir vraiment y réfléchir. C'est pas une question simple. Il faut avoir un temps de réflexion et justement Kanpishi, lui, il insiste. Il veut une réponse tout de suite, dans l'objectif, je pense, d'avoir la réponse la plus sincère possible. Et cette question arrive au moment où justement Shin sort d'une bataille qui a chamboulé sa perception des choses, à travers Kanki qu'il voyait comme un monstre absolu et qui au final finit par comprendre pourquoi des milliers de bandits seraient prêts à sacrifier leur vie pour un tel personnage. Je pense que Shin en arrivera à la même conclusion que Sei, que la vraie nature de l'homme c'est la lumière, mais j'ai hâte de voir son cheminement. Kanpishi est peut-être aussi au courant du lien étroit entre Shin et Sei. Tester Shin, c'est peut-être pour lui un moyen de tester Sei, on verra bien. J'ai vu aussi des gens qui ne comprenaient pas pourquoi Kanpishi, qui fait partie de la famille royale de Han, accepterait de rejoindre le roi qui souhaite détruire son état. Et la réponse en fait est plutôt simple. Ça serait le même cas que pour Huken. Si Kanpishi est convaincu que l'unification de la Chine permettrait de mettre fin à ces 500 ans de guerre, d'apporter la paix sans écraser les vaincus, alors il serait prêt à rejoindre Sei dans son projet.